Bonjour à tous, troisième session de cet après-midi des JFR de printemps depuis Nîmes, où nous allons aborder la question du Ségur numérique de la santé en radiologie. Je m'appelle Louis Boyer, je suis radiologue au CHU de Clermont-Ferrand et je suis responsable du Conseil national professionnel de radiologie. Alors, qu'est-ce que c'est que le Ségur numérique de la santé? On va en parler plus longuement, mais vous vous souvenez de cette initiative au mois de juin l'année dernière du président de la République et de son souhait d'accélérer la mise en place du dossier médical patient sur son versant numérique. Le dossier médical patient, c'est en quelque sorte le carnet de santé numérique individuel du 21e siècle que chacun de nous pourra voir consulter à l'occasion de ces rencontre avec notre système de santé. En radiologie, le problème de l'alimentation du DMP, ça va être de transférer les comptes rendus et les images sur ce support. Il s'agit là d'une réflexion nationale qui est menée au-delà du ministère de la Santé par directement le cabinet du Premier ministre, représenté par M. Olivier Clatz, qui est avec nous cet après-midi et qui va nous faire l'exposé de ce dispositif. Nous rencontrons avec Jean-Philippe Masson, président de la FNVR, et Jean-François Méder, président de la SFR, tous les mardis soirs, M. Clatz, de 18 à 20 heures. C'est un moment agréable. On va vous faire part de l'avancée de cette réflexion qui, vous l'imaginez, comportait deux phases. Le problème du compte-rendu et puis, le plus rapidement possible, j'espère, celui des images. Ce travail qu'on mène en commun, en collaboration avec un certain nombre de collègues experts, radiologues de tous horizons, consiste à établir des règles d'utilisation du dossier patient et de sa constitution. Ces règles, elles seront soumises aux fournisseurs qui, en dernier ressort, devront nous fournir les outils qui sont utiles pour faire fonctionner ce dossier. Évidemment, dans la mesure où c'est l'État, organisme payeur, qui au final doit prendre en charge le financement de ce dispositif, ces normes seront incontournables et seront imposées à ces fournisseurs. Nous allons essayer donc de faire le point sur l'évolution de ce dossier avec une table ronde qui réunit aujourd'hui M. Clatz, qui sera notre premier orateur, le docteur Masson, président de la FNMR, j'excuse Jean-François Méder qui n'était pas disponible tout de suite, un radiologue expert en matière de réseau qui est le professeur Pierre Chansor, anatomiste et radiologue aux hôpitaux de Marseille et qui a pour particularité d'être responsable de l'informatique des hôpitaux de Marseille. C'est un des collègues les plus impliqués dans ce domaine. Il est aussi responsable de DREAM, qui est notre organisation, notre écosystème d'intelligence artificielle. Il va exposer ces données aussi rapidement. Et puis, M. Pascal Sellier représente les patients dans cette table ronde et les jeunes radiologues sont représentés par Adam Pak Koulibaly, que vous avez tous connu quand il était président de l'UNIR. Je donne la parole tout de suite à Olivier Clatz pour qu'il nous fasse un peu le point, le bilan d'étape et peut-être le rappel de la mise en place du dispositif du Ségur de la santé numérique en radiologie. Olivier, à vous. Merci Louis. Merci, bonjour à tous. Alors je fais un tout petit correctif parce que je suis sans emploi en fait depuis aujourd'hui. J'ai quitté mes fonctions au service du Premier ministre, mais je n'ai pas encore de contrat au ministère de la Santé. Donc je ne sais pas à quel titre je vous parle, mais en théorie, je devrais avoir un contrat aujourd'hui. Donc voilà, j'allume des cierges tous les soirs en priant qu'un jour j'aurai mon contrat au ministère de la Santé. Ceci étant dit, tu as fait une super intro, Louis. Donc j'ai une petite présentation, mais qui va en fait reprendre beaucoup d'éléments que tu as mentionnés. Je vais essayer d'aller vite et peut-être de dire un petit peu plus sur les éléments de cadrage temporel. Alors, donc, je démarre le Ségur de la santé. C'est la première fois qu'on met des moyens aussi importants. C'est la case à droite, là, 2 milliards d'euros sur le numérique en santé. Le chiffre donc de la direction, de la délégation ministérielle du numérique en santé, auquel vous avez compris, je pense appartenir dans pas très longtemps,
Le budget, c'était de l'ordre de quelques centaines de milliers d'euros hein, jusqu'à maintenant par an. Et on passe de quelques centaines de milliers d'euros à 2 milliards d'euros. Donc, c'est une belle levée de fonds dans le monde des startups. Et donc, ça, je pense que ça traduit aussi une volonté politique qui, pour la première fois, je pense, a envie d'accélérer ce numérique en santé et met les moyens à hauteur de ce qui est nécessaire. Donc ça, c'est important de le dire, c'est que en général, il y a moyens et volonté politique, ça va ensemble. Et donc, ça met aussi de la pression parce que nous, on nous demande d'avancer vite avec un objectif qui est assez clairement défini, issu des concertations du Ségur. En gros, c'est le parcours de soins numérique. C'est le partage fluide et sécurisé des données de santé entre professionnels de santé et avec les usagers. Donc ça, c'est notre objectif, notre mission. Encore une fois, hein, issu des consultations avec Nicole Notat, je crois que c'était en juin ou en juillet dernier. Et donc nous, on a fait des calculs et on voit ce que ça donne. Grosso modo, aujourd'hui, on est à moins de 10 millions de documents partagés via le DMP et la messagerie sécurisée de santé. Et l'objectif, c'est qu'on arrive à quelque chose qui est plus de 500 millions. Donc, si on fait en ratio, on doit faire entre x50 et x100 hein, en termes d'échange. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un patient qui sort d'un cabinet de radio ou de l'hôpital, dans l'immense majorité des cas, il sort avec un bout de papier, un CD quand ça va vraiment très bien. Et l'objectif, c'est que demain, on n'ait plus besoin de ça et que tout le monde est, comme tu l'as dit, Louis, dans son espace santé, c'est le nom que ça portera en fait, mon espace santé, à partir du 1er janvier 2022. Tout le monde se verra doté de cet espace, de ce coffre-fort sécurisé et pourra y récupérer ses données de santé et pas que d'ailleurs, parce que c'est à la fois un espace sécurisé de données, mais également un agenda des événements de santé, toute la programmation en fait des rendez-vous, et puis une messagerie sécurisée de santé. Donc ça, c'est le package que l'État met à disposition. J'ai bien aimé quand tu as dit le DMP, c'est le dossier du 21e siècle. C'est pas impossible qu'il ait été conçu au siècle précédent, hein, et ça fait quand même 20 ans qu'on espère qu'il va arriver, ce DMP. Alors, il a connu des tumultes, je pense que Jean-Philippe pourrait en témoigner. Voilà, donc on s'est quand même planté pendant pas mal de temps. Et donc, on change de méthode. Là, c'est assez clair. Et on se dit, on n'y arrivera pas tout seul. Et donc, pour la petite anecdote, ça vient de Louis d'ailleurs, hein, ce message. On se dit, il faut qu'on y arrive ensemble. Et donc, vous allez voir, on va beaucoup communiquer autour de cette idée de réussir ensemble mon espace santé. Louis pourra vous expliquer d'ailleurs comment on en est arrivé jusque-là. Donc, du coup, ça, c'est un petit schéma qui représente l'idée globale hein, du Ségur. Ah oui, alors juste, j'ai vu le mot dans le chat, je le redis pour tout le monde, peut-être je suis allé un petit peu vite. Tous les citoyens français, sauf ceux qui s'y opposent, donc on estime que ça sera entre 5 et 15% des gens, mais l'immense majorité des personnes auront cet espace santé à compter du début de l'année prochaine. Ça veut dire que là où aujourd'hui, le principal message qu'on entend, c'est le DMP, c'est pas utile parce que c'est clair, à chaque fois que je cherche si mon patient il en a un, il en a pas. Et c'est vrai, hein, c'est 9 chances sur 10 qu'il n'y ait pas de DMP. Et ensuite, quand il y en a un, il y a 9 chances sur 10 qu'il soit vide. Donc en gros, il y a une chance sur 100 que ça soit utile. Donc on comprend que les professionnels ne l'utilisent pas et que les patients ne s'y réfèrent pas. Et on a un problème en gros d'enclencher un cercle vertueux. C'est qu'il n'est pas utilisé, personne ne l'ouvre, il n'est pas rempli, personne adhère, etc. Donc le but, c'est d'enclencher ce cercle vertueux à travers le Ségur. Des financements qui sont court terme, hein, fin 2023, il n'y en a plus. Mais on se dit, c'est comment enclencher ce cercle, cette roue autour des données de santé. Donc là, ce cercle il est matérialisé comme le cercle de soins, là, c'est le schéma que vous avez à gauche. On a à la fois les échanges entre professionnels, c'est le cercle là, rouge, où vous voyez, on a la radiologie, la biologie, les médecins de ville, la pharmacie, les établissements de santé et puis le médico-social. Ça, c'est un peu le cœur de notre parcours de soins. Et puis au centre de ce parcours de soins, le patient avec son dossier médical. Et le but, c'est d'arriver à avoir les échanges à la fois avec le patient, mais entre professionnels de santé.
Alors, on ne va pas trop parler techno, mais quand vous verrez, on a lancé plein de travaux autour de ce qu'il fallait faire et on retombe quand même très régulièrement autour de services socles du numérique en santé qui ont été rappelés dans la feuille de route. Le dossier médical, l'INS, l'identifiant l'identité nationale de santé. Donc, on va en parler juste après, mais c'est un élément clé. Ça veut dire que un patient qui va à l'hôpital, puis juste après au cabinet de radio ou chez son médecin, il ne change pas d'identité numérique. Ça paraît bête, mais aujourd'hui, en tout cas jusqu'au début de cette année, chaque patient changeait d'identité numérique à chaque fois qu'il changeait de lieu. Donc ça, c'est un des piliers. Un des autres piliers, c'est la capacité à échanger des messages de manière sécurisée, donc la messagerie sécurisée de santé. Et le dernier, c'est la capacité à identifier de manière simple les professionnels de santé, puisque pas de sécurité sans être en capacité de savoir qui est en fait derrière les logiciels. Donc voilà, donc on a ces quatre piliers. Je fais un tout petit zoom euh, et, parce qu'on a beaucoup travaillé dessus dans la task force là, avec Louis, avec Jean-Philippe et avec Jean-François, parce que c'est un réel changement ça pour les radiologues de demain. C'est-à-dire que cette identité nationale de santé, ça veut dire que grosso modo, on a une procédure assez stricte d'identité-vigilance partout en France, toutes professions confondues, et ça veut dire des bouleversements ou au moins des évolutions à l'accueil qui consiste à vérifier qu'on a le bon patient en face de soi et à vérifier que donc son INS, son identité nationale de santé, elle soit bien, on appelle ça qualifiée. Donc c'est les traits qui correspondent à mon patient. Je fais un aller-retour sur un téléservice national, donc un système informatique qui me permet de vérifier que c'est le bon numéro pour mon patient. J'ai mis tout en bas là une petite page d'info qui a été faite par la FNMR. On va communiquer au fur et à mesure, je pense, ensemble, pour reprendre ce mot, autour de ce point clé. Vous avez compris, hein, il y a plusieurs services socles, mais celui-ci, il est important parce qu'il va venir légèrement, on espère impacter le moins possible, mais quand même, on sait qu'il y aura un impact sur les pratiques. Voilà. Sur la mise en œuvre de ce Ségur, on s'est dit qu'on n'y arriverait pas tout seul. On s'est dit en plus qu'il fallait un petit peu casser la vision de l'État que tout fonctionne pareil et qu'en réalité, un radiologue ne fonctionnait pas comme un médecin non radiologue, qui ne fonctionnait pas comme un biologiste, qui ne fonctionnait pas du tout en ville comme à l'hôpital. Donc on a essayé en fait d'avoir des task force qui sont très orientées autour des métiers qui, par ailleurs, ont très souvent en fait des logiciels qui leur sont propres et qui sont différents. Et donc, on a entre guillemets chaque task force qui s'occupe de son activité, sachant que vous avez vu, on a des problématiques, qu'elles soient techniques ou même d'envoi-réception de données, qui évidemment nécessitent qu'on se parle et qu'on définisse les bons branchements. Donc là, on est un petit peu arrivé à ce point-là là, depuis quelques semaines avec les task force, c'est maintenant s'assurer que tout ça va bien marcher ensemble. Tout ça a permis d'aboutir donc sur un plan de travail, des axes de travail. Je vais aller très vite. Là, ce que vous avez, c'est sur la partie, nous, dans le travail, on a vu qu'il y avait en gros deux volets. Une partie qui était sur l'équipement. Donc là, un gros travail. Je remercie Jean-Philippe, Louis, Jean-François, mais aussi tous les radiologues qui ont pu contribuer aux travaux. Il y en avait beaucoup. Tous les éditeurs, je pense qu'ils étaient tous présents. Avec le but, c'était de définir de quoi il y a besoin dans ces logiciels pour qu'on arrive à faire ce parcours de soins. Donc, un gros travail. L'objectif, c'est demain de rendre ça obligatoire pour les éditeurs. Et puis, dans l'intervalle, de venir financer cette transformation. Donc, on sait qu'on va demander beaucoup. On va rendre ça obligatoire et entre-temps, on finance. Voilà. Et sur la partie de l'autre côté, sur la partie usage, qui je dirais concerne plus les établissements et les professionnels de santé, là encore c'est pareil, une obligation de partage des données, on doit travailler ensemble, hein, là c'est pareil, avec Louis, avec Jean-Philippe, avec Jean-François sur le calendrier. Mais par contre, ce qui est clair, c'est que ça sera obligatoire, ce parcours de soins numériques, dans un délai pas trop long. Ça va être inscrit dans les outils classiques de financement pérenne, le forfait structure, l'IFAC, et entre-temps, on finance la transition. C'est ça l'objectif de ces financements Ségur. Et donc, du coup, grosso modo, les financements, ils reprennent cet état d'esprit. Il y a une partie qui est là pour venir adapter les logiciels, entre guillemets, de l'État. Et puis ensuite, il y a deux gros tuyaux. Un tuyau qui est là pour financer l'équipement, et puis un autre tuyau qui est là pour financer tout ce qu'il y a en plus à faire. Par exemple, tout l'INS, les procédures adaptées, tout ça, ça va coûter du temps, ça va coûter. Et donc, il y aura un financement forfaitaire à l'usage pour encapsuler tout le reste.
Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ce qui s'est passé dans les derniers mois, parce que je pense qu'il vaut mieux laisser du temps à l'échange entre nous, mais sachez qu'on n'a pas chômé. On n'a pas chômé dans la task force, on n'a pas chômé au sein de l'État. On aurait aimé aller plus vite, mais je pense qu'il y a un moment où on ne peut pas aller plus vite non plus que la musique. Et donc là, on espère, vous allez voir qu'on sorte les éléments dans les semaines qui arrivent maintenant, que ce soit technique ou en termes de financement. Et donc, du coup, ça m'amène directement sur le calendrier. Alors, ce qui va probablement plus vous intéresser, c'est la partie radiologie, sur lequel, comme l'a dit Louis, il y a deux éléments. Une partie qui est autour du risque, donc les documents compte rendus de radiologie. Une autre partie qui est autour de la partie PAX, éventuellement des passerelles. Probablement, ce sera même peut-être plus des passerelles qui seront mis en œuvre et qui permettront de partager la donnée image. Donc, un calendrier qui devrait dès juillet là, sortir en fait la partie équipement du financement pour le RIS et dans une deuxième vague la partie image et une deuxième vague également sur le côté RIS. Et grosso modo, cette idée de vague, elle est à peu près dans tous les secteurs d'activité. Tout le monde aura à peu près une vague 1, une vague 2, avec la vague 1, et c'est pas facile à faire, je le répète, on a beaucoup discuté, notamment avec Louis, sur ces sujets-là. On a dû faire des choix, et le choix qui a été fait, qui est difficile à assumer par ailleurs pour les médecins, mais a priori, vous étiez les seuls à pouvoir assumer ce choix, qui était de dire on assume que finalement, il y a, il y a plus une vague 1 patient et plus une vague 2 professionnels de santé. Et que ce patient va aussi être le vecteur de cette transformation et qu'on a besoin de lui pour aller plus loin. Et donc voilà, encore une fois, on aurait aimé tout faire d'un coup. Il y a un petit plus, entre guillemets, plus privilégié du côté patient que du côté professionnel sur cette première vague. Ça, c'est pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous le voyez, on a parlé des référentiels socles. Là, on zoome sur la radiologie. On retrouve donc le DMP, la messagerie sécurisée de santé, le PSC ProSanté Connect, donc c'est la virtualisation de la carte des professionnels de santé, et l'INS, sachant que chacun de ces couloirs a à la fois une partie un petit peu autour de ces référentiels socles que vous voyez. Et puis après, il y a des contraintes métiers. La radiologie n'est pas du tout les mêmes que la biologie, etc. Et donc, en gros, dans les specs qu'on a commencé à sortir, là, donc, qui ont déjà été partagés avec les éditeurs et qui vont être communiqués avant la fin du mois, là, de manière transparente par le site de l'Agence du numérique en santé, on vient, entre autres, provoquer la transformation sur les deux axes, c'est-à-dire à la fois l'axe un peu service socle commun à tout le monde, et puis chacune des task forces avait ses propres demandes. Donc, par exemple, en radiologie, c'est le fait que ça soit complètement transparent pour le radiologue, que ça lui rajoute pas de travail, que ça puisse être envoyé automatiquement. Il y avait la notion, Louis en parlerait mieux que moi, des comptes rendus qui sont dans des états intermédiaires à l'hôpital, à la fois suffisamment validés pour être diffusés dans l'hôpital, mais pas assez à l'extérieur. Donc, comment on fait pour essayer de traiter ces cas-là? Puis, encore une fois, dans un second temps, on traitera beaucoup plus de l'intégration dans les logiciels métiers. Voilà, je crois que je ne voulais pas aller plus loin. Le dernier slide, ça présente la mise en œuvre pour tous ceux qui sont concernés ici par ces procédures. On va pour la première fois essayer de faire quelque chose qui est un peu nouveau, c'est-à-dire dans ces deux axes là que je vous ai présentés, équipement et puis forfaitaire à l'usage. La partie équipement, on va essayer de le mettre en œuvre sous une forme, les éditeurs n'aiment pas trop que je dise ça, mais sous une forme de prime à la casse, c'est-à-dire que ça soit le plus simple pour vous d'adhérer à ce mécanisme et de venir faire évoluer vos logiciels ou éventuellement même de vous équiper d'un nouveau logiciel. Alors, ça ne payera pas tout le nouveau logiciel, c'est sûr, mais l'idée, c'est que comme dans la prime à la casse, où le garage, en fait, sert d'intermédiaire financier et au final, la prime, en fait, lui, il fait l'avance et la prime lui est versée derrière, là, c'est exactement la même idée. C'est que l'idée, c'est que les éditeurs fassent l'avance et qu'on leur paye à eux en direct derrière et que chaque professionnel de santé, chaque établissement puisse choisir évidemment son fournisseur, mais que derrière, ça soit transparent. Voilà. Je ne vous fais pas tout le schéma, mais c'est ça l'idée qui est derrière, c'est de dire on essaye de faire simple et d'ailleurs, ça a aussi une très grande vertu, c'est que ça nous permet, nous, à l'État, de venir discuter en direct avec l'éditeur. Et là où parfois, ce n'est pas évident pour un professionnel, un radiologue, un établissement de négocier avec chacun des éditeurs, on est dans une situation où nous, on peut se faire le porte-parole, notamment grâce à cette task force, des demandes et d'être en tout cas assez pushy. Je pense que les éditeurs le confirmeraient également. Il y en a peut-être là autour de la pièce. Voilà, on essaye vraiment de pousser cette transformation en étant assez ferme sur ce qu'on demande.
Voilà, je m'arrête là et n'hésitez pas, hein. Le but, c'est plus d'ouvrir la discussion et de vous mettre dans le radar ce qui va arriver avec, encore une fois, c'est le mois qui arrive que les premiers financements et specs techniques sortent. Merci beaucoup, Olivier. Je me permets de saluer publiquement l'implication d'Olivier Clatz, qui vraiment a fait avancer ce dossier comme on l'avait jamais vu avancer depuis 10 ans, avec une énergie, une constance, une détermination qui nous sert beaucoup. Vraiment, on te remercie. Jean-Philippe, est-ce que, à ton sens, il y a des points du point de vue des usagers qui ont été insuffisamment développés ou à éclairer encore un peu plus? Oui, merci Louis. D'abord, merci à Jean-Paul Bérégy de m'avoir invité à cette table ronde. Je pense qu'effectivement, on assiste là, on arrive à quelque chose à laquelle on aspirait tous depuis un certain nombre d'années. La FNMR avait déposé des amendements depuis plusieurs années pour essayer de rendre le DMP obligatoire, l'envoi du compte-rendu vers le DMP obligatoire pour tous les radiologues. On n'avait pas eu de chance parce que les députés ne nous avaient pas suivis sur ce coup-là. Mais là, manifestement, il y a eu une accélération. C'est essentiel pour les radiologues comme c'est aussi essentiel pour les patients parce que la radiologie, on le sait, comme la biologie d'ailleurs, sont les deux piliers du diagnostic. Il n'y a plus un seul diagnostic qui est fait sans l'aide de l'imagerie médicale, de la radiologie et de la biologie. Et donc, il était assez logique que ces deux spécialités, notamment la radiologie, bien évidemment, soient un peu les moteurs de cette avancée, de cette extension du DMP et de l'application, enfin, de la naissance du DMP qui, je vous le rappelle, a quand même été imaginé en 2004. Alors, je crois que ceci est d'autant plus important pour les patients qu'on est maintenant dans une civilisation de la mobilité et que les patients ne sont plus fixés dans un endroit, la plupart, et qu'ils circulent entre les secteurs publics libéraux et dans le secteur libéral entre plusieurs praticiens. Et donc, il était essentiel de pouvoir améliorer l'échange des données et le partage des données entre ces différents acteurs. Et ça, je pense que le DMP permettra de le faire. Comme l'a dit Olivier, effectivement, la première étape, c'est le compte-rendu, c'est évident, puisque le compte-rendu, c'est la clé de voûte du diagnostic radiologique et c'est absolument indispensable. Et la deuxième étape, ce sera évidemment l'image, parce qu'il y a quand même un certain nombre de spécialistes qui ont besoin de voir les images. Et donc, on ne peut pas imaginer que pour la radiologie, le DMP ne soit que du compte-rendu. Et c'est pour ça que je remercie moi aussi Olivier d'avoir accepté notre idée de se servir de notre écosystème qu'on a inventé, de DREAM, qui permettra d'être justement le relais entre le compte-rendu qui sera sur le DMP et les images qui seront dans nos sites. C'est vrai que ça mettra un peu plus de temps, mais vu la vitesse à laquelle nous avons avancé là, je suis assez tranquille sur l'évolution du dossier. Merci Jean-Philippe. On parle des patients. On va donc leur demander leur avis en la personne de Monsieur Cellier, qui représente les associations de patients cet après-midi et qui représente les patients à la Haute Autorité de Santé. Donc, c'est un avis particulièrement autorisé. Je ne sais pas, mais en tout cas, j'aimerais rebondir sur ce qui vient d'être dit, parce qu'effectivement, la radiologie et la biologie sont les portes d'entrée aujourd'hui des diagnostics. Et le deuxième point qui a été également évoqué, c'est la mobilité des patients. Si, pour des raisons professionnelles, familiales ou autres, ils passent de Perpignan à Lille ou de Strasbourg à Brest, il est évident que c'est mieux quand le dossier arrive à le suivre. Mais surtout, ce qui est important, c'est que, d'une part, bon, ça lui, parce que c'est le but du dispositif, c'est de lui éviter des examens superflus déjà faits, etc. Mais surtout, c'est son information, ce qui a été souligné dans le séminaire précédent par René Mazat, qui, comme moi, est représentant des patients à la Haute Autorité de Santé, c'est qu'il en soit informé. C'est-à-dire qu'il sache pourquoi un examen a été fait, ce que cet examen a décelé de normal ou d'anormal,
parce qu'on a toujours, enfin longtemps, la médecine, ça change depuis assez peu de temps, la médecine et les médecins ont estimé que le patient n'était pas assez malin pour comprendre ce qu'on lui disait. Aujourd'hui, il a de multiples sources d'informations dont certaines ne sont absolument pas fiables. Quand on va se promener sur Internet, on le sait bien. Donc, il a tendance à faire confiance à son médecin. Mais il faut que le médecin fasse confiance aussi à son patient et qui est tout à fait capable. Alors, parfois, il peut être fragilisé pour de multiples raisons. On ne peut pas lui annoncer qu'il a une cochonnerie qui a été décelée par la radio et que ce n'est pas bien du tout ce qui lui arrive. Donc, il y a évidemment toute une série, l'aspect humain qu'a souligné également René tout à l'heure. Mais je pense que lui ou son entourage, sa famille, est tout à fait capable d'entendre la réalité des faits et surtout l'évolution extraordinaire qu'on a connue s'il y a une spécialité médicale qui a été grandement améliorée et à une vitesse exceptionnelle sur la qualité des images, sur la qualité du diagnostic qui est fait, qui est de plus en plus précis et de plus en plus fiable, c'est bien la radiologie. Donc voilà, aujourd'hui on sait beaucoup de choses et il est tout à fait normal que le patient soit informé, j'allais dire, en temps réel et que tous les professionnels de santé qui vont intervenir derrière l'analyse radiologique derrière le diagnostic radiologique puissent en être informés également, que ce soit le médecin de ville ou d'autres spécialistes en fonction des pathologies qui ont été révélées par la radio. Voilà. Merci, Monsieur Cellier. Évidemment, on est une spécialité qui doit rester communicante avec les patients, avec les confrères, et vous nous le rappelez, vous avez raison. Quelques mots de technique en sollicitant l'avis de Pierre Chansor, qui est avec nous. Merci Louis. Donc effectivement, on peut que se féliciter de cette nouvelle dynamique qui est mise en place. L'imagerie, il vient d'être dit, est au cœur de la prise en charge des patients hein, en termes de diagnostic, en termes de suivi. L'imagerie est numérique depuis un moment. Et donc, effectivement, face au secteur de la santé, c'est probablement une des disciplines, probablement comme la biologie, qui peut le plus vite s'adosser à ce projet de façon la plus efficace. Donc, d'un point de vue technique, il y a cette task force et le travail qui a été fait par tout un groupe autour des spécifications, en particulier des RIS, pour pouvoir envoyer des comptes rendus au niveau du DMP. C'est quelque chose qui avance bien et Olivier Katz, effectivement, avec toute son énergie, à faire avancer ce dossier et avec une stratégie des éditeurs qui est, on peut quand même considérer extrêmement aidante parce que l'État pourrait à un moment donné tout simplement dire il y a des normes pour travailler en France et avec un financement qui, dans tous les cas, est un financement finalement d'État. Hein. Il faut des normes, il y a une aide qui est engagée, donc une aide de l'État extrêmement forte à accompagner ce mouvement dont personne ne pourra s'exclure du point de vue industriel. Donc on voit bien que cette dynamique-là est lancée. Elle est logique, effectivement, il y avoir un cercle vertueux, à avoir tous les DMP qui soient ouverts et de trouver les comptes rendus là-dedans. Donc, bien évidemment, on s'inscrit pleinement dans cet aspect technique qui finalement pose plein de petits soucis, mais est relativement simple au bout du compte, pour peu qu'on respecte un certain nombre de normes. Comme l'a dit les cas, un des éléments clés, c'est l'INS et sa mise en place réelle et large au niveau de l'ensemble du territoire, qui est un élément clé de cet ensemble et qui facilitera les échanges. Donc, le premier élément, c'est le compte rendu. Et finalement, il se fait via un bras de levier, radiologie, RIS. Le deuxième élément, qui est la deuxième vague, c'est finalement l'accès à l'image, parce que, comme ça a été dit dans le cas, eh bien, on a besoin de voir l'image. Et là, c'est vrai qu'une des réflexions qu'on porte avec DREAM, qui associe les 4 composantes de la radiologie française, c'est de pouvoir se situer en relais entre le DMP et les web diffuseurs du territoire pour donner l'accès aux images, bien sûr dans un cadre toujours ultra sécurisé qui permettent, dans les cas où c'est nécessaire, d'accéder aux images pour que la décision médicale soit prise pour le patient dans les meilleures conditions. Donc on est à une fenêtre technologique et à un moment extrêmement important. Effectivement, on peut avancer vite, il faut avancer vite et en sécurité. Et à travers la radiologie et DREAM, on est
ultra partant pour accompagner ce mouvement qui, via une indexation, peut nous permettre de assez facilement répondre au cahier des charges en s'adossant à l'ensemble des web diffuseurs du territoire national. Donc, on a aujourd'hui tous les éléments. Bien sûr, c'est la deuxième vague, elle va prendre un peu plus de temps, mais elle va prendre pleinement sa place pour accompagner l'ensemble du processus métier. Pour les patients, on voit bien, il y a un élément, ça a été souligné il y a quelques instants, c'est le fait que dans les comptes rendus, comme dans les images, il y aura un aspect potentiel de temporisation lorsque le diagnostic présente des caractères particuliers et que l'annonce doit être faite par un professionnel. Et donc, il y a cet aspect aussi dans les flux. On n'est pas dans un système qui fait des flux bruts, mais des flux qui associent la vision médicale, la prise en charge du patient et la capacité à pouvoir filtrer en fonction de situations particulières. Donc, on peut considérer cette dynamique nationale, le travail formidable qu'a fait Olivier pour la dynamique et savoir que nous, on est au rendez-vous pour essayer d'avancer et sur la première vague, bien sûr, et sur la deuxième vague également. Merci Pierre. Donc, du point de vue du plus qualifié d'entre nous, patience et optimisme quand même. Ah oui, je pense qu'on a toutes les clés aujourd'hui parce qu'on est sur des briques numériques qui sont déjà relativement structurées, des briques pour lesquelles il y a des standards qui existent, avec l'INS derrière. Il y a un certain nombre d'établissements qui aujourd'hui envoient leur compte rendu au niveau du DMP. Alors, ce qu'on constate, c'est que c'est très hétérogène, que c'est pas toujours constant, mais c'est tout à fait faisable. Donc, avec le travail qui est fait aujourd'hui de mise à niveau des éditeurs, on ne peut pas imaginer que dans vraiment un court moyen terme, ça soit opérationnel. Pour la deuxième vague, c'est tout à fait faisable aussi. Il va falloir qu'on structure les choses, mais avec une double indexation au niveau de DREAM, à la fois l'indexation des examens autour de l'INS, autre part l'indexation des web services potentiels, de pouvoir engager ce suivi de la visu des images. Donc, on est très, très, très optimiste. Merci. Donc, les radiologues les plus aguerris ont attendu un certain temps. Est-ce que les jeunes radiologues sont impatients, Adam Farr? Un petit peu. Justement, je voulais revenir avec une petite question de M. Klatt. C'est que j'ai bien entendu que la priorité en ce moment, ça sera le compte-rendu radiologique. Et ma question, c'est que concrètement, on en est où aujourd'hui dans l'avancée de l'agenda? De l'agenda côté patient? De l'agenda de mise en œuvre? Alors, il y a plusieurs points, j'ai vu dans les commentaires, et ça a fait l'objet évidemment de beaucoup de demandes de la part aussi de Jean-Philippe, Louis et Jean-François. Donc, je me permets de rajouter, on a parlé des comptes rendus, on a parlé de la donnée image. Évidemment, le troisième pilier, je pense, c'est la demande d'examen. Donc, qui ne concerne la plupart du temps pas les radiologues, évidemment, mais par contre, en termes de production de la demande, mais par contre, qui les concerne directement en termes d'exploitation. L'agenda, concrètement parlant, nous, on vise ce mois-ci publication de toutes les specs techniques référencées sur un site web. À la fin, ça finit dans un arrêté. Donc, on va écrire publier sous réserve de l'arrêté, mais ça ne devrait plus changer. Donc, ça, c'est normalement, dans moins de 3 semaines maintenant, la publication des specs qui sont issus de tous les travaux là qu'on a pu mentionner. Sachant qu'à chaque fois, en fait, quand on a travaillé avec le groupe des radiologues, on avait souvent des specs qui étaient sous une forme fonctionnelle et après, il fallait les retraduire sous une forme technique. Donc, par exemple, mettre en œuvre l'identité nationale, c'est un point qu'on a discuté ensemble. Derrière, il y a peut-être une quinzaine de points techniques à intégrer dans les logiciels. Donc, tout ça, à la fin, ça fait une grille, je ne sais plus, mais il y a entre 50 et 100 spécifications techniques à intégrer. Par les éditeurs. Certaines sont déjà intégrées, mais je pense qu'aucun éditeur aujourd'hui ne les intègre toutes. C'est certain d'ailleurs. Donc, publication des specs techniques ce mois-ci et publication de la partie financement le mois prochain, vraisemblablement, mais avant le 20 juillet, parce que c'est mes vacances à moi. Et donc, il faut que tout soit fini avant mes vacances. Et donc là, on aura qu'est-ce qu'on paye et combien et comment. Et ensuite, la fenêtre temporelle, c'est 1 an pour, en gros, s'agripper à la vague 1. Et ça, c'est sur la partie financement de l'équipement.
Sur l'autre tuyau, le tuyau usage, les négociations conventionnelles redémarrent le 23 juin, à ma connaissance. Et donc, alors je ne sais pas, je pense que c'est Jean-Philippe qui représentera les radiologues libéraux là-dedans. Et donc, il y a une partie de négociation sur le financement, entre guillemets, du reste de package forfaitaire pour l'usage, sachant qu'on en a déjà discuté avec Jean-Philippe. Il y a un volet qui est important là, c'est ce que ça va coûter derrière, notamment sur la partie image. Le compte rendu ne prend pas énorme de bande passante, la partie image en compte plus. Et peut-être un point de précision aussi pour que tout le monde l'ait dans le radar, il ne s'agit pas d'envoyer toutes les données dans le DMP, les données images. Il s'agit d'ailleurs d'en envoyer aucune demain. Donc l'idée, c'est là l'idée un peu reprise de Dream, c'est de dire on s'appuie sur un réseau de radiologues monté par les radiologues avec des logiciels qui sont intégrés dans chacun des cabinets de radiologie et que l'État en fait apporte sa brique entre guillemets en haut d'index qui permet de dire où est-ce que se trouvent les données de chaque patient. Mais ce réseau Dream, en fait, c'est le réseau sur lequel s'appuiera tout le monde, quoi, hein, en gros. Et encore une fois, sur les données qui restent chez les radiologues. Donc, c'est ça l'état d'esprit. Et donc, pour finir, sur le volet usage, donc les négociations, alors quand on démarre les négociations, on ne sait jamais quand est-ce que ça va finir, mais on espère que ce coup-ci, ça va quand même finir avant la fin de l'année, sur la partie libérale. Et sur la partie hôpital, on doit avoir la publication d'instructions, c'est pareil, avant mes vacances, avec les périodes de candidature pour les hôpitaux qui démarrent en septembre. Voilà. Merci. Et du coup, on peut espérer avoir les comptes rendus radiologiques dans le DMP à partir de 2022 ou pas? Enfin, disons premier semestre 2022. Ben, moi, je vais vous dire, je l'ai dit l'autre jour dans une réunion où on était avec les éditeurs. Très franchement, je trouve que la communauté des radiologues s'est fortement mobilisée. Et la communauté des éditeurs s'est également énormément mobilisée en fournissant des informations extrêmement confidentielles et en nous faisant confiance, en nous ouvrant leurs livres de production de données. On a aujourd'hui une visibilité qui nous permet d'être très optimistes sur le fait que les éditeurs soient aussi au rendez-vous. C'est une pièce maîtresse, hein. Tout le monde est une pièce maîtresse, hein, dans cette histoire. Les éditeurs, les patients, les professionnels, l'État, tout le monde est clé. Mais s'il y en a un qui est en retard, on est tous en retard. Et donc l'idée là, c'est que les éditeurs, de ce qu'on en comprend, une bonne partie devrait être prêt normalement pour la fin de l'année. Donc on peut espérer commencer à mettre en œuvre très sérieusement déjà dès le premier semestre l'année prochaine. Après, on croise les doigts, hein. Franchement, on met tous toute notre énergie et notre jus de cerveau pour se dire est-ce que là, on n'a pas d'accro sur le chemin, des petits cailloux, et on n'est pas à l'abri d'en découvrir encore, hein. Mais on espère qu'on en a identifié la plupart. Je suis peut-être gourmand, mais du coup, les images, ça sera pour quand? Alors les images, il y a un travail, je pense Pierre Sampsor, il a mentionné, il y a un travail technique qui est un peu plus lourd. C'est-à-dire que autant le DMP, il est prévu pour exploiter des documents, autant là, on va lui dire, OK, tu ne reçois pas des documents, tu ne reçois même pas des images, tu reçois une information de où est-ce que se trouve l'image. Et après, je ne sais plus comment, si c'est toi Jean-Philippe ou Pierre, comment vous avez décrit ces passerelles de diffusion, mais il va falloir les adapter pour qu'elles soient compatibles. En gros, qu'on crée une norme du réseau Dream commune à tout le monde, quoi. Et donc, en étant assez optimiste, je pense qu'on a tous les travaux techniques qui sont faits pour la fin de l'année. Mais après, nous, on a toute cette mécanique là, de mise en œuvre, de financement qui va aussi arriver sur le côté données-images. Je pense sincèrement que si on a tout sorti en termes de spec technique et financement avant moins d'un an, c'est déjà très optimiste. Ça veut dire que la mise en œuvre derrière, éditeurs, hôpitaux et cabinets de radio, c'est dans 12 à 24 mois, quoi. Merci. Bien, mais vous nous laissez quand même des perspectives très encourageantes. On va mettre un terme à cette session. Louis, si tu me permets juste de rajouter un petit mot, mon cher Louis. Je voudrais répondre à notre ami Koulibaly. Le DMP, ça fonctionne déjà. Il y a un certain nombre de centres, dont le mien d'ailleurs, qui avons été un petit peu expérimentateurs, et on envoie déjà tous nos comptes rendus vers le DMP. Le seul problème, c'est ce que disait Olivier tout à l'heure, c'est qu'il y a peu de DMP ouverts. Et les retours qu'on a eus, nous, de la CNAM
qui suit un petit peu cette expérimentation montre que, en réalité, je vais dire un peu n'importe quoi comme chiffre, mais mettons sur 100 dossiers, sur 100 comptes rendus qu'on envoie, il n'y a en réalité que 10 DMP qui sont alimentés. Parce qu'il y a encore actuellement peu de personnes qui ont ouvert leur DMP. Et je pense qu'à partir du moment où, comme l'a dit Olivier, le DMP sera, entre guillemets, par défaut, donc à partir de l'année prochaine, ben ça va améliorer l'envoi et ça va améliorer le rendement puisque tous les comptes rendus iront vers quelque chose qui existe. Merci. Adam Fat, oui, mots un petit mot, oui, un petit mot. Je pense que ça reste quand même une belle initiative et c'est hyper important pour la prise en charge des patients parce qu'on se rend bien compte dans la pratique quotidienne que le regroupement et le recueillement des informations pour des patients qui, pour des raisons personnelles ou se retrouvent en fait à passer dans plusieurs centres, est parfois difficile, notamment dans la pratique libérale. Donc des fois, on se retrouve avec un manque d'informations, alors à refaire des examens chez des patients qui l'ont déjà eu. Donc effectivement, de pouvoir mettre en commun ces informations, de créer cette interopérabilité du matériel imagerique, je pense que ça peut être intéressant en tout cas pour le parcours de soins du patient et ça permettra de l'optimiser au mieux. En tout cas, c'est une attitude en tout cas qui est soutenue, je pense, par à la fois les radiologues seniors, on va dire, et les radiologues juniors. Et c'est vrai qu'on a hâte que ce soit effectif et j'espère qu'on pourra tenir ce calendrier et que ça sera mis en place assez rapidement. Et aussi le point de vue des patients. Merci. Donc, nous arrivons au terme de cette session. DMP, identifiant national patient, compte rendu, demande d'examen, image, financement, tout avance bien. C'est vrai, Olivier, que notre démarche vis-à-vis des patients pour leur expliquer et les impliquer dans le dispositif, il faudra qu'on la majore, qu'on l'amplifie, parce que ce sera un élément important de notre crédibilité. Néanmoins, il y a une dynamique d'ensemble et je disais tout à l'heure, patience et optimisme. Je crois qu'il faut que tout marche pour que tu puisses partir en vacances, puisque tu ne partiras en vacances que quand ce sera fini. Non, on te remercie vraiment de ton implication. Je conclus cette réunion en remerciant la SFR, le CERF, le CHU de Nîmes, les organisateurs pour ces journées qui ont été très plaisantes, très toniques, très dynamiques. Merci en particulier à Jean-Paul Bérégy qui en a été le moteur. Et merci à toute l'équipe technique de Nîmes et à l'équipe technique de la SFR. Je ne sais pas s'il y a un clap ou un clip de fin. Ou... et merci. Je ferai le clap de fin. On peut déjà t'applaudir, Louis. Et tous les participants à la table ronde, merci beaucoup au nom de tous les organisateurs de ces journées, de ces séminaires qui ont eu lieu en même temps, de ces ateliers. Il y a eu beaucoup de choses. Et merci à tous ceux qui ont été en ligne. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Et avant, sans doute. Oui, merci aux patients d'avoir été avec nous et merci à la technique aussi que j'ai en ligne de mire. Merci beaucoup. Merci Jean-Paul. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci à tous.